Coucou, donc aujourd'hui on a vraiment de la chance, on a un invité exceptionnel. On a un très grand entraîneur qui est quand même reconnu dans toute la région de Rhône-Alpes, en France et notamment dans un autre pays. Vous allez découvrir qui c'est. C'est une emblème dans le monde pongiste. Il a formé de nombreux joueurs qui sont montés à un très bon niveau, voire du haut niveau. Et allez, on va y aller. Ah ben, on va sonner, hein. On est devant chez lui. Bonjour. Eh, salut Tadek. Salut, ça va? Enchanté de nous recevoir, merci. Je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui parce que je pense que ça va être très enrichissant. Donc je vous conseille à tout le monde de bien suivre l'interview. Il va y avoir de nombreux échanges à tous les entraîneurs, toute la communauté pongiste. Donc j'ai une première question, Tadek, qui je pense que peu connaissent. Mais d'où vient ta passion du ping? Comment tu as débuté dans le ping? Comment tu es arrivé dans le ping? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a donné l'envie de commencer notre sport? J'ai commencé à 8 ans par mon frère qui a joué au tennis de table. Et un jour, je suis parti en tramway avec lui. Et ça m'a plu. Je continuais le ping-pong et lui, au bout d'un certain temps, il arrêtait. Voilà, donc j'ai continué. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et là, je continue jusqu'à maintenant, jusqu'à ma retraite. Donc je suis toujours pratiquement dans le tennis de table. Ça m'a donné envie, le petit à petit, parce que quand j'étais jeune en Pologne, j'avais le bon résultat dans la catégorie minime et cadet junior. Je participais deux fois au championnat d'Europe junior. Et après, automatiquement, je me suis plongé dans le tennis de table à plus haut niveau. Voilà. Après, je suis arrivé ici, en France, à l'âge de 28 ans. Alors justement, c'est quoi ton plus grand choc culturel quand tu arrives en France? Là, tu as 28 ans, tu parlais français quand tu es arrivé? Rien du tout. Rien du tout? Alors raconte-nous là, parce que c'est un choc culturel quand même. Oui, bon, moi j'avais la chance, le club Saint-Égrève qui m'a cherché en Pologne, parce qu'il y avait l'échange entre le club de tennis de table de Saint-Égrève et mon club à Gdansk. Et il m'a proposé de venir en France comme entraîneur-joueur. Moi, sachant qu'à l'époque, quand il m'a proposé de venir, j'arrêtais déjà de jouer comme un joueur. J'ai travaillé comme entraîneur. Et petite anecdote, que le club de Saint-Égrève qui essayait de me tester sur le meilleur joueur à l'époque de Saint-Égrève, qui était Jacques Cluzel, qui était classé 15. Ah, la défense. Défenseur. Et moi, je n'ai pas joué depuis 8 mois, je crois. Oh, j'ai pris raquette, j'ai mis 2-0 au Jacques. Et le soir même, le dirigeant qui me proposait de venir en France comme l'entraîneur-joueur. Bon, j'ai accepté. Première année, je suis venu ici tout seul. Et l'année suivante, ma femme avec mon fils qui me rejoint. Et depuis, on vit ici. Sachant que mon fils, il a terminé les études ici, en France. Après, il a arrêté ping-pong. Il est parti en Écosse et il vit actuellement en Écosse. Bon, je suis grand-père heureux, deux petits-enfants, un garçon 9 ans et une fille 7 ans. Voilà, mais donc il me reste encore une saison avant de ma retraite. Ah oui, oui. Et c'est quoi donc quelque chose qui t'a marqué quand tu es arrivé en France? Qu'est-ce qu'il y a eu qui t'a... C'est la différence, la différence dans notre culture ping. au niveau des ping. Moi, sachant que quand j'étais entraîneur en Pologne, tous les joueurs que j'entraînais, ils parlaient avec moi par Monsieur Tadek. Et en France, c'est toujours Tadek, il te tape, petits enfants qui ont 7 ans, 8 ans, il te tape, il dit salut Tadek, comment tu vas? Pour moi, c'était choc. Mais bon, on s'aperçut vite fait qu'il fallait s'adapter à la culture à la française. Bon, aussi, j'avais la chance au début que je ne parlais pas français. Le club de Saint-Égrève qui me payait, il m'a inscrit à la fac en cours privé à Grenoble pendant 3 mois. J'avais les cours intensifs langue française, 4 heures par jour. Donc au bout de 3 mois, j'ai commencé à parler un peu le français, j'ai compris déjà beaucoup de choses. Et après, évidemment, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses.
Et ça baigne. Voilà, déjà 37 ans en France. Ok. Voilà. Et ouais, et donc, ouais, tu as formé de nombreux joueurs. Hein. Moi, j'étais jeune aussi quand tu es arrivé. Je sais pas quel âge j'avais, mais ouais, en tout cas, tu es quand même reconnu en Rhône-Alpes et même reconnu en France. Parce que tu as quand même, il me semble qu'il y a eu Agathe Coste qui a été en équipe de France féminine. Féminine, Que oui. tu as formé, c'est ça? Non, j'ai pas formé. T'as pas Elle formé. est venue à Club Saint-Égrève quand on est National 1. On avait le projet pour monter l'équipe filles en pro. Et on arrivait avec Agathe. On a monté à l'époque la Super Division. Il n'y avait pas Pro A, Pro B. Il y avait Super Division. Et elle est restée 3 ans à Saint-Égrève. Mais comme elle est venue à Saint-Égrève, il était finaliste au championnat de France senior. Après, il était à INSEP. Ah, elle a passé un cap alors dans ce laps de temps. Oui. Et entre les temps, on a passé les 2 ans super intéressants à Saint-Égrève. On avait la bonne équipe filles jeunes qui s'attendaient bien. Mais bon, malheureusement, au bout de 2 ans en Super Division, Agathe, qui a reçu les propositions financières beaucoup plus intéressantes des clubs de Mondeville, elle est partie là-bas. Et les autres filles, comme Stéphanie Jourdan, qui était formée à Saint-Égrève, elle est partie à Paris, à Club de Fontenay, où il travaille jusqu'à maintenant. Après, il avait Sandrine Cotte, Sandrine Cotte, exact. qui est venue des clubs de Centre-Isère. Qui était à Moiran au début. Elle était je à me Moiran. souviens, ouais. Et mettons, elle est partie aussi à la retraite, on peut dire, parce qu'il a terminé ses études. Il est prof de gym à Moiran actuellement. Et il y avait Catherine fille, Alida Bloch, Bloch. qui est partie de Saint-Égrève. Après, il est parti au Marmande, où il vit actuellement. Elle s'est mariée. Il a 2 enfants. Elle vit toujours là-bas à Marmande. D'accord. Bon, c'était histoire avec l'équipe fille. Que, quand je suis arrivé en France, à Saint-Égrève, il n'y avait pas d'équipe fille. On a créé l'équipe fille de base, de division le plus bas possible. On montait en super division. On a passé 2 ans à ce niveau-là. Il y avait des jeunes aussi, non? Il n'y avait pas 2 sœurs j'ai un vague souvenir. Bon, on avait beaucoup de filles. Ouais. On avait Ça a fait l'émulation, quoi. oui, comme le club qui a monté chaque année, il y a les filles qui venaient parce que à l'époque, c'était un des clubs le mieux structuré dans notre région. Ouais. Après, c'était le club de la Tranche et le Chirol qui était aussi les structurés. Mais il n'y avait pas autant d'entraîneurs qu'il y a actuellement. Actuellement, presque chaque club, il y a un entraîneur professionnel. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Là. Donc, on a profité beaucoup. On a récupéré pas mal de joueuses et joueurs qui venaient faire les études à Grenoble. Ils venaient beaucoup à Saint-Égrève. On a passé quelques années intéressantes. Ouais. Mais bon, comme la vie continue, après on a baissé un peu niveau, les étudiants ont terminé ses études, ils partaient à gauche, à droite. Mais malgré ça, on a formé quand même pas mal de joueurs, comme Nicolas Quérien, comme mon fils, comme Michael Samouillon, comme Patrice Catigno, Stéphanie Jourdan, c'est tous les joueurs qui étaient médaillés au championnat de France. Donc on a gagné quand même pas mal de médailles au championnat de France, des seniors jusqu'au Benjamin. Donc voilà, donc c'est une histoire un peu qui commençait bien et que dans un an ça va terminer. Ouais, c'est jamais terminé. Et si tu voudrais un peu livrer ton secret, c'est quoi ta méthode? Alors, moi je sais que j'ai entendu, c'est vrai que je t'ai jamais vu à l'œuvre en entraînement, mais j'ai pas mal entendu que tu étais très bon au panier de balle, par exemple. C'est quoi ta méthode? Comment tu fais? Comment tu détectes les jeunes? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de méthode d'état-dec, mais j'étais un peu plus rigoureux que les entraîneurs français. Parce que j'étais l'école polonaise qui était un peu plus dure, par le système qui était en Pologne, en socialisme, etc. Donc j'étais un peu surpris au début que moi j'étais joueur professionnel en Pologne, je m'entraînais 2 fois par jour pendant 8 ans. Et quand je suis venu en France, mon président qui m'a dit qu'on va s'entraîner 2 fois par semaine. Donc au début, je pensais que j'ai mal compris. Je demandais, répétais, il m'a dit qu'on va s'entraîner mardi et jeudi. Entraînement de première équipe Saint-Égrève, on va s'entraîner 2 fois par semaine.
mardi et jeudi. Donc j'avais vraiment mal comprendre comment ça peut fonctionner. Et là, quand j'étais l'entraîneur au club, on avait beaucoup d'entraînements. Évidemment, les jeunes, ils s'entraînaient plus que 2 fois par semaine. Mais l'entraînement, il était basé sur la rigueur, on peut dire, et beaucoup d'ambition. Mais bon, je ne pense pas non plus, je n'étais pas rigoureux vraiment en méthode polonaise ou les Russes, je ne sais pas. Ça n'aurait pas marché avec les Français. Ah non, ça ne marchait pas. mais bon, après, je pense que c'est... si les joueurs qui commencent à jouer au ping-pong, tennis de table, ils savent que l'entraîneur il est passionné, il a envie, ça, les joueurs qui passent derrière l'entraîneur après. Ils s'investissent dans les clubs, dans l'entraînement, parce qu'ils ont envie. Et là, malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Motiver les jeunes jouant 3-4 fois par semaine, c'est difficile. Il y a de moins en moins de joueurs qui sont vraiment motivés pour faire ça. Comment t'expliques ça, ce changement un petit peu là, cette évolution? Je ne sais pas, il y a nouveaux sports qui sont créés, comme beaucoup de jeunes qui essayent escalade, padel, golf, beaucoup de sports qu'on n'avait pas à l'époque. Il n'était pas accessible, comme golf par exemple. Là maintenant, le joueur, il vient au club, il joue 2-3 ans en tennis de table, il progresse. Au bout de certains cas, quand il veut vraiment s'investir pour progresser plus, il abandonne. Parce qu'ils savent qu'il faut travailler dur, ils n'ont pas d'ambition, peut-être aussi envie de s'investir vraiment durablement pour progresser, pour venir le joueur très très bon niveau. Ouais, c'est culturel un peu, hein, ça, puis culturel, sociétal, ouais. Je pense que c'est ça, mais bon, malheureusement, actuellement, la société passe dans ce sens-là. Au début, je pensais que c'est le cas problème et il existe en tennis de table. Et finalement, dans tous les sports, pratiquement, c'est pareil. De plus en plus dur, trouver les jeunes qui sont motivés, qui ont les visions, les projets dans son sport. Ils jouent pour plaisir. Actuellement, beaucoup de jeunes qui jouent pour plaisir quelques années, mais ils ne veulent pas s'investir plus. Voilà, c'est compliqué. Ouais, ok. Et quand tu vois des jeunes, là, des petits, je sais pas, 6, 7, 8 ans, même plus jeunes, sur quoi tu te bases? Qu'est-ce que tu regardes pour détecter, pour te dire, lui, c'est un bon profil? Moi, je pense que il faut avoir un peu le feeling. Ça, c'est une chose qui est très important. Mais après, on voit au bout de 2-3 mois, on voit déjà si le jeune joueur il est vraiment motivé. Si tennis de table, c'est sa passion, on voit tout de suite s'il aime bien ou il n'aime pas. Si le joueur il aime, on peut aller plus loin avec lui. Donc on propose un peu plus d'entraînement individuel, on s'occupe un peu plus dans ce sens-là. Et moi j'aime bien travailler avec les jeunes qui sont motivés. Je n'aime pas trop travailler avec les jeunes qui viennent entraînement pour garderie. Parce que là, malheureusement, on passe beaucoup d'heures en entraînement quand on s'occupe des jeunes qui n'ont pas envie de jouer. Ouais, qui viennent s'amuser. Qui vont s'amuser. Mais bon, je comprends au niveau des systèmes qui est actuellement comme ça, qu'ils payent licence, donc ils payent cotisation, donc c'est important en vue des finances de section. Mais moi, je n'étais jamais porté là-dessus. Je préférais toujours travailler plus avec les joueurs qui sont motivés qu'avec les joueurs qui sont moyennement motivés, qui viennent juste pour passer quelques heures comme ça. Faire leur ping-pong. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Et tu as écrit 2 livres. Tu as écrit un livre en 1995 et tu as écrit un 2e livre là pendant le moment du Covid. Alors on va vous le montrer. Ça c'est le 2e livre. Ouais, c'est ça. Donc c'est des livres en polonais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi cette idée d'écrire un livre et puis qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Mon but, objectif, il était écrire un livre en polonais parce qu'en Pologne, il n'y a pas beaucoup de publications.
En France, on trouve un petit peu plus. Notamment Michel Gadal qui a fait quelques livres qui sont vraiment très intéressants. Livre quand j'ai écrit pendant Covid, c'était histoire, on peut dire histoire d'entraînement, différence entre la Pologne et la France. Parce que là, en Pologne, c'est entraînement, je trouve qu'il est beaucoup plus basé sur les régularités, répétitions, même si, mettons, ça changeait le système, ça changeait la méthode et tout ça, parce que ça se développait vraiment en vitesse importante. Mais malgré ça, moi j'avais aussi deux Polonaises qui jouaient dans mon club. J'avais les 3-4 Polonais qui jouaient avec nous. Mais ils étaient tous basés sur les régularités. Donc toujours répétition et tout ça. Évidemment, volume d'entraînement, c'est une chose qui est super importante. Mais après, qualité d'entraînement, quand même, il est aussi important. Je voulais expliquer aux joueurs, les entraîneurs en Pologne, que tennis d'étape, c'est le sport de duel. Il faut se battre. Et on peut avoir beaucoup d'arsenal technique, mais on ne peut pas gagner les matchs si on n'a pas d'accès sur les tactiques, sur les volontés, sur le mental, etc. Donc voilà, donc c'était mon but. Et après, je voulais aussi comparer avec tennis d'étape en France, en Pologne, aussi en Europe et au monde. Je calculé aussi les résultats de 20 ans de championnat du monde, Jeux olympiques, les meilleurs Chinois, les meilleurs Européens au niveau des médailles, pour voir comment la Chine y dominait le tennis d'étape à cette époque-là. Bon, maintenant, grâce aussi avec de Félix et Alexis, on s'approche de plus en plus de l'équipe de Chine. Donc il y a quelque chose qui est faisable. On peut rivaliser, mais à condition qu'on va voir l'entraînement basé sur la logique, sur le volume évidemment, mais après on reste quand même sport professionnel, comme on parle mettons avec les familles Lebrun, les teams Lebrun et tout ça, donc s'approche un peu plus de fonctionnement professionnel. Nous, on base ici dans le club où je suis, c'est plutôt club bien organisé, mais on ne parle pas les clubs professionnels. Voilà, c'est mon idée, sortir un livre en Pologne pour donner un peu plus pour que les entraîneurs et les joueurs réfléchissent un petit peu plus sur l'entraînement, sur le contenu d'entraînement et préparation des compétitions, qu'on se pose les questions, pourquoi on joue et si on fait tous les ingrédients pour gagner les matchs. Donc ça veut dire qu'il faut voir la base technique, tactique, physique, mentale. Et pour moi, les joueurs qui jouent à certains niveaux, il est toujours les maillons faibles de cette spirale. Donc ça veut dire que le joueur il est très fort techniquement, très fort tactiquement, physiquement, il n'est pas très fort mentalement. Donc il joue son niveau ou il est mental à son niveau. Donc voilà, donc c'est à peu près, l'idée il était comme ça que c'est pas donner les leçons aux entraîneurs polonais, mais plutôt pour qu'ils se posent les questions, est-ce que les méthodes qu'ils font en Pologne ils sont bons, est-ce qu'on peut travailler différemment, etc., etc. Donc moi, je pense que l'écho quand j'ai sorti le livre, il était bien parce que déjà, il a manqué beaucoup de publications en Pologne. Il n'y a pas beaucoup. Je regrette aussi que mes collègues qui jouaient à très bon niveau, qui n'arrivaient pas à sortir un livre avec les indices, comment ils ont arrivé à certains niveaux, etc. Mais c'est pour ça que j'étais motivé pour sortir un livre en Pologne. Ouais. Et voilà. Ouais, pour faire évoluer un peu aussi la réflexion. Et puis, ouais, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être complet. Faut ici, comme tu dis, si dans les différents paramètres du haut niveau, il y en a un où tu es un petit peu en dessous, bah, tu joues à ce niveau-là, en fait. C'est ça. Et il faut vraiment être complet. Et c'est vrai que l'exemple des Lebrun, c'est assez exceptionnel quand même. Hein.
faut le dire. Je pense qu'ils ont un environnement qui a été quand même particulier et favorable. Mais bien sûr. Mais quand on regarde le niveau de service, qui est un des meilleurs services du monde, là, de Félix, quand on voit l'engagement physique, quand on voit... alors Alexis a peut-être quelquefois un petit peu de... Comment dire ? C'est pas un défaut, mais on sent qu'il a une petite faiblesse au niveau nervosité dans le mental. Par contre, Félix, il est impressionnant. Oui, bien sûr. Mais bon, Alexis, il a aussi... ils sont deux types de joueurs différents. Ouais. Mais Alexis, c'est un peu plus des créatifs aussi. Imprévisible. Moi, je me souviens quand j'ai participé une fois les colloques des entraîneurs, et le père d'Alexis, Félix, Stéphane, qui était au colloque, il nous a expliqué qu'avec Félix, on pouvait faire panier de balles pendant 1 heure, 2 heures, et il faisait. Et avec Alexis, c'est pas possible. Au bout de 5 minutes, quand Stéphane il a dit qu'on a envoyé les balles, il était obligé d'improviser les coups spéciaux et tout ça, parce que tout simplement, ils ont des caractères différents. Ouais. C'est Stéphane aussi, il a dit là-bas pendant le colloque, Félix, quand il était déjà petit, son objectif, il était le meilleur serveur du monde. Et il arrivait. Ah bah oui. Il arrivait à ce niveau. Mais les heures d'entraînement, quand il a passé, c'est que lui qui sait comment c'est passé. Hein. Bon, c'est facile à dire. Il faut être le meilleur entraîneur, mais derrière, il faut passer les heures d'entraînement, surtout au niveau des services. C'est pas évident. Alors oui, ça c'est sûr que... Moi, tu prêches un convaincu, parce que... C'est un de mes points forts et j'y ai passé des heures. Et c'est sûr que t'as rien sans rien, quoi. Ah non, mais bien sûr. Et quand on voit le résultat, moi j'ai pris l'exemple l'autre fois aussi du match contre Lin Chidong en demi-finale là, qu'il a joué. Il gagne 11-9, 11-9, 12-10. À chaque set, il y a 3 ou 4 points gagnants directs sur le service. Et il y a 3 ou 4 points gagnants parce que l'autre remet mal et il se prend un cachou. Ah, c'est ça. Hein, et c'est impressionnant. C'est-à-dire que Félix, là-dessus, c'est assez incroyable contre un Chinois, quoi, c'est Lin Chidong, c'est ancien numéro 1 mondial. Évidemment, mais bon, c'est les heures d'entraînement qu'il a passé pour travailler service. Ouais. Mais malheureusement, quand on part avec les joueurs au club, tout le monde qui sait qu'il faut travailler service. Mais par contre, en entraînement, personne qui va servir. Déjà, si tu fais les séances de service 10 minutes pendant l'entraînement, c'est déjà presque miracle. Mais on fait les exercices à partir des services, mais presque personne qui fait les services individuellement. C'est regrettable parce que c'est vraiment... ça commence tout par service. Et oui. Et qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu as une méthode un peu au service? Non, mais moi je parle avec les joueurs, mais c'est le problème que les joueurs, c'est eux qui décident, c'est eux qui jouent, c'est pas moi qui joue. Moi j'essaie d'expliquer que service c'est les choses vraiment très importantes. Ah oui. Je ne peux pas pour raquette jouer à la place des joueurs. Si les joueurs ils savent qu'il faut servir, il faut travailler, ils doivent faire. Mais s'ils ne font pas, ça veut dire qu'ils négligent ces problèmes. Mais ouais. Bon, c'est compliqué. On est dans le même combat. Je compatis avec toi parce que c'est quelque chose qui... on sait bien qu'il faut travailler, mais on ne travaille pas. Voilà. Parce que c'est les choses qui sont mentalement pas faciles. Prendre un panier de balles, répéter les gestes, tout ça, mais bon... au bout de certains temps, on voit les progrès et on voit après au match que c'est quand même des choses qui sont hyper importantes. Ouais, c'est sûr. Et par rapport aux écoles mondiales, un peu là, c'est quoi ton analyse là la Chine, l'Europe, on voit l'émergence un petit peu. Il y a 20-30 ans, des pays africains comme l'Égypte, le Nigeria, ils n'étaient pas aussi forts. Mais bien sûr. Là, on voit un peu, voilà, il y a le Brésil avec Calderano. Il y a de moins en moins de nations qui sont faibles en tennis de table. Ouais. Comment tu vois tout ça, là, cet écart qui s'est réduit quand même avec les Chinois? Parce que là, on a vraiment senti qu'on n'était pas loin, quoi. Mais bien sûr. Ils pouvaient. Hein. D'ailleurs, ils ont perdu 2 matchs en poule. Hein. Mais bien sûr. Non, mais je pense que avant, il y avait toujours la réflexion en Europe générale que on ne peut pas s'entraîner autant que Chinois, il faut qu'on s'entraîne mieux. Mais d'un côté, c'est vrai, et de l'autre côté, c'est faux. C'est faux parce que le volume d'entraînement, c'est quand même la chose qui est indispensable pour arriver à un certain niveau. Après, évidemment, entraînement qualificatif,
Quantitatif. Quantitatif, il est vraiment important. Mais le volume, je pense que c'est indispensable. Comme moi, au moment quand j'ai sorti un livre, j'ai interviewé une Chinoise qui était dans la région parisienne. J'ai demandé comment il s'entraînait, comme il était en l'âge minime cadette. Elle m'a expliqué sur son exemple qu'il s'entraînait à l'époque, comme elle était déjà minime cadette, 7 heures par jour. 7 heures par jour. C'est incroyable pour nous. C'est incroyable. Et comment on fait? Je fais analyse justement, comparaison dans mon bouquin. Quand tu fais la catégorie minime cadet, tu cumules pendant 3 ans, 4 ans, entraînement 7 heures par jour. Et tu prends moyennement français qui travaillent au club. Je ne parle pas jeunes qui sont au centre d'entraînement parce qu'en minime, pratiquement, tu ne peux pas aller en centre d'entraînement. Donc, moyennement, en minime cadet, on s'entraîne 2, 3, voire 4 fois par semaine. 2 heures par jour, moyennement. Donc, on fait les heures d'entraînement, moyennement 8 heures par semaine. Et elle s'entraînait 7 heures par jour. Donc, j'ai cumulé les heures d'entraînement pendant 4 ans. C'était aux alentours 4000, je crois. Et le français, c'est aux alentours 1000. Et donc, si tu racontes quelqu'un pendant compétition qui avait 4000 heures d'entraînement, et toi, tu avais 1000, même si tu travaillais mieux que Chinois, je ne crois pas, tu n'as aucune chance de gagner le match. Je pense que, mettons, toutes les nations européennes, même mondiales, ils se rendaient compte qu'il faut s'entraîner de plus en plus. Et le tennis de table, il est devenu sport le plus des professionnels. Dans chaque pays, comme avant Portugal, Espagne, mettons, c'est des nations qui sont fortes en tennis de table. Ils ont engagé les entraîneurs, les Chinoises ou même les entraîneurs européens. Et dans pratiquement, mettons, il n'y a pas de l'équipe. En Europe, il n'y a pas d'équipe faible, même en Afrique. Nigeria, Égypte, les pays africains, ils progressent énormément. Donc voilà, donc c'est de plus en plus compliqué, mais de l'autre côté, c'est aussi de plus en plus intéressant pour développer le tennis de table mondial, on peut dire comme ça. Bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que je te rejoins dans ce que tu dis, parce que je me rappelle quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, c'est à l'époque de la route du haut niveau. Donc je crois qu'il me semble qu'à l'époque c'était Gadal qui était DTN et qui avait pointé du doigt le fait que pour être dans le top 10 mondial, il y a quelque chose qui revenait chez tous les joueurs qui étaient top 10 mondial, c'est qu'ils avaient 10 000 heures d'entraînement. Ouais, c'est ça. Déjà tous. C'est-à-dire que pour arriver top 10 mondial, c'est pas possible d'y être si t'as pas 10 000 heures d'entraînement. Ouais. Et puis c'est vrai que je te rejoins aussi sur un truc, parce que je me souviens Zhao, là, la petite chinoise qu'on avait fait venir, qui est arrivée, elle avait 15 ans, et en discutant de fil en aiguille, elle m'avait raconté qu'en fait au départ en Chine là-bas, ils font tous du ping-pong, tout de suite à 3, 4, 5 ans, et ceux qui sont pas bons, ils vont à l'école. Et ils gardent ceux qui sont bons au ping, ils les gardent un maximum, d'où ça arrive, oui. Je te rejoins sûrement, puisqu'en cadet où tu arrives à faire 7 heures ping dans la journée. Quoi. Donc, c'est mais le problème aussi que le mental, en Chine, les entraîneurs qui font tout ce qu'ils veulent. Mais en Europe, c'est pas possible. Il faut prendre le meilleur qui est en Chine, le meilleur qui est en Japon, etc. Et prendre ici, utiliser ici. Mais il faut être intelligent, il faut s'adapter sur la mentalité des Français. Moi, j'ai discuté avec une joueuse polonaise, Natalia Parteka, qui était championne de Pologne, 2 fois championne paralympique, mais elle était aussi championne de Pologne valide. Elle a participé plusieurs fois en stage en Chine. Elle m'a raconté une anecdote qu'elle a vue pendant stage que l'entraîneur chinois, il n'était pas content d'une joueuse. Et il a tapé dans le visage et il a donné coup de pied dans les fesses. Elle était choquée. Ouais, tu fais ça en Europe. Tu vas dépôt de plainte. Dépôt de plainte tout de suite. Mais le pire qu'elle m'a dit, 6 mois après, je vais au championnat du monde où cette joueuse, elle est devenue championne du monde junior en tennis de table. Celle qui a reçu les claques dans le visage, a reçu les coups de pied dans les fesses. Mais en France, c'est pas possible. On peut pas comparer les choses. Mais en Chine, tu prends beaucoup de joueurs qui ont un potentiel volume d'entraînement énorme. Mais s'ils se blessent,
il jette comme un chiffon, il prend le suivant. Mais en France, on ne peut pas faire ça. Hein. Ouais. Là, quand tu as cité le nom de Michel Gadal, moi je pense que tous les changements en France, dans le bon sens, ça a commencé par Michel Gadal. Comme il est devenu DTN, c'est lui qui a fait le plan développé. Avant Michel Gadal, si tu n'étais pas dans structure la fédérale, tu ne pouvais pas arriver dans l'équipe de France. Mm. Moi, j'avais l'exemple quand j'avais Nicolas Quérian, qui était le joueur formé au club, qui était dans le groupe France. Il a participé, il était au championnat d'Europe une fois en junior. Et l'entraîneur d'équipe nationale à l'époque, il a dit à Nicolas qu'il a gagné sa place pour aller au championnat d'Europe parce qu'il a gagné top terminal. À l'époque, c'était une compétition plus dure que le championnat de France. Parce que le championnat de France, si tu avais bon tirage au sort, tu avais 2-3 matchs durs, et tu es champion de France. Et top terminal, c'est tous les meilleurs Français qui jouaient, sauf les champions de France. Et le vainqueur de ce top terminal, il participait, il s'est qualifié au championnat d'Europe. Donc Nicolas Quérian, il s'est qualifié au championnat d'Europe. Et l'entraîneur, à l'époque, je ne vais pas situer le nom, Peu importe. Ouais. il a dit à Nicolas que tu es ici au championnat d'Europe, tu es ici par hasard. Il n'était pas par hasard, il a gagné sa place. Mais bon, tout changeait par rapport de ça, tout changeait grâce à Michel Gadal. Il fermait pas la porte aux joueurs qui s'entraînaient au club, qui étaient bons. Vas-y, tu es bon, montre-nous, si tu es meilleur que les autres, tu vas jouer dans l'équipe de France. Et comme actuellement, on voit que beaucoup de joueurs français, ils ont maintenant, je crois qu'on a 7 ou 8 joueurs dans le 100 mondial. C'est ça, ouais. Donc, Je sais plus exactement. et comme par hasard, beaucoup de joueurs qui ont quitté INSEP au moment donné, ils prenaient un peu plus de responsabilités, ils sont devenus acteurs de sa carrière, et comme par hasard, ils ont commencé à jouer beaucoup mieux. Mm. Donc je pense que c'est lié aussi avec ça que les joueurs, ils se posaient les questions, ils s'investissent un peu plus qu'avant. Avant, c'était les joueurs payés par les clubs, on a fait quelques matchs, voilà, la vie est belle, on continue comme ça. Et maintenant, les joueurs, ils se rendent compte que pour être meilleur, il faut s'investir, il faut s'entraîner de mieux en mieux et de plus en plus. Ouais, ça ressemble un peu au tennis, hein, quelque part. Ouais. C'est à peu près ça. Hein. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, tennis de table, à mon avis, dans le futur, dans l'avenir, ça va être mon avis, ça va être comme ça, comme Team Lebrun. Je pense que ça va être comme ça. L'entraîneur, à mon avis, il va s'occuper de groupes de 4-5 joueurs et il va gérer les carrières de joueurs comme ça, je pense. Mais on voit déjà, en France déjà, on a déjà groupe Team Lebrun. On a Coton, Alice Journeau, il s'occupe de lui. Mm. Il y a aussi l'âme qui a l'entraîneur particulier, tout ça. Il a les joueurs. Il aime bien s'attacher à entraîneur référent qui s'occupe d'eux, qui passe beaucoup de temps avec les joueurs parce que c'est hyper important aussi qu'on passe beaucoup de temps avec les joueurs. Ça ne suffit pas à s'entraîner 2, 3 fois, 4 fois par semaine, passer les 2 heures avec l'entraîneur. Si on passe les stages avec eux, si on connaît les joueurs, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont arriver à certains niveaux. Ouais, dans la relation humaine, de confiance. Évidemment, mais important. c'est hyper important. Ouais, ouais. Ok, super. Je voulais revenir aussi sur un point qui est important, c'est que tu as monté une boîte de distribution de matériel, donc tu vends du matériel. Donc il y en a beaucoup qui ne connaissent peut-être pas ton visage, mais en tout cas qui connaissent tes initiales, TK Sport, donc Tadek Klikowski Sport. C'est ça, ouais, mais j'avais idée, je cache pas, je me posais déjà question dans l'année 2000. Je me suis dit, je suis l'entraîneur en France, je ne suis pas super bien payé, donc on sait que le salaire d'entraîneur en tennis de table, c'est pas énorme. Je me suis posé la question, si je vis ici correctement, je ne peux pas gagner bien ma vie, il faut se poser la question, est-ce que je vais rester en France ou est-ce que je vais revenir en Pologne? Et à cette époque-là, j'avais idée, éventuellement, créer un magasin de TK Sport
pour vendre un peu de matériel. Et je pense que grâce aussi à cette association magasin TK Sport et l'entraîneur de tennis de table, je pouvais fonctionner plus tranquillement en France. J'avais le temps jusqu'au midi, je travaillais beaucoup avec les magasins TK Sport. À partir de l'après-midi, j'étais l'entraîneur à plein temps à Saint-Égrève. Je pense qu'au niveau des salaires, c'était un mélange important. Honnêtement, si je n'avais pas de magasin TK Sport, je pense que j'étais déjà en Pologne. Tu serais reparti en Pologne. Je pense que j'étais déjà en Pologne. D'ailleurs, là, pour toute la communauté, je mettrai le lien du site de Tadec de distribution de matériel dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer pour aller voir. Ok, et donc du coup, quelque part, peut-être que tu n'étais pas un spécialiste avant du matériel, peut-être que oui, j'en sais rien. Mais du coup, en distribuant du matériel, tu es forcément devenu un peu un expert, j'imagine. Comment tu vois un peu cette évolution là? On peut dire que oui, grâce à ça, que quand j'étais l'entraîneur, évidemment, quand tu es l'entraîneur des clubs, c'est toi qui commandes souvent matériel auprès des magasins pour tes joueurs qui jouent au club. Tu sais que le joueur il a besoin de revêtement rapide ou revêtement qui a plus de contrôle. Et en fonction de ça, évidemment, j'ai connu matériel mieux. J'ai pris contact avec les fournisseurs qui sont pratiquement tous en Allemagne. Si c'est Tibar, Donic, Butterfly, Victas, Stiga, Yasaka. Bon, Yasaka, il était en France, Stiga, c'était en Suède. Mais la plupart des magasins, la plupart des marques sont placées en Europe. Même si c'est des marques comme Victas ou les Butterfly qui sont marques japonaises, le siège en Europe, c'est en Allemagne. Donc, j'ai pris contact avec les boîtes. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus de matériel, mais ce n'est pas forcément que les revêtements ou les bois, parce qu'il y a aussi les tables, les chaussures, le textile, bagagerie, etc. Et forcément, je connaissais de mieux en mieux le matériel. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est important que l'entraîneur il propose aux joueurs matériel qu'ils ont besoin. Si un joueur qui commence tennis de table, il n'a pas besoin de raquette qui est rapide, il a besoin de raquette qui a beaucoup plus de contrôle, qui s'accroche bien et tout ça. D'ailleurs, tu connais parfaitement bien l'entraîneur qui était à l'époque l'entraîneur de TTG, c'est Pierre Migenon. Jean-Pierre Migenon. Un petit salut. Qui, grâce à lui, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Il m'a expliqué qu'au début, comme les joueurs qui arrivaient au club, il donnait beaucoup de matériel comme ça. Bois, Tibar 4L ou 4S et revêtements Friendship chinois. Qui accrochent à fond. Qui s'accrochent à fond, qui ne sont pas très chers. Et il m'a expliqué pourquoi revêtements chinois. Il dit parce que il faut faire, avec les revêtements chinois, il faut faire l'action sur la balle. Parce que la balle qui ne part pas. Donc il dit, les joueurs, il est obligé de faire l'action sur la balle pour que la balle il avance. Et au bout d'un an ou 2 ans, quand le geste il est déjà acquis, il enlève les revêtements chinois, il met les revêtements traditionnels, à l'époque, les Schreiber, Mark V, etc. Et les joueurs, ils progressaient bien techniquement. Et moi, même aujourd'hui, je les deux poussines et poussins avec Quentin Bouglieri qui travaille super bien avec les futurs champions de Saint-Égrève. On propose matériel comme ça. On fait le bois spécialement adapté avec les manches plus petits pour la main des enfants. Et on fait souvent Friendship pour eux, pour qu'ils commencent bien à faire l'action sur la balle. Comme il acquis les gestes, on enlève et on fait les revêtements plus classiques, on peut dire comme ça. Et c'est marrant qu'on ait cet échange parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions entre entraîneurs. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à entraîner, j'ai appris le métier d'entraîneur aux côtés de Jean-Pierre Migenon, pendant 3 ans. Et moi-même, par rapport au tennis de table, j'ai progressé dans la façon dont tu dis. Et donc, je suis hyper convaincu de ça. C'est-à-dire que pour moi, au début, il faut apprendre les rotations et il faut apprendre les actions sur la balle. Et donc, l'idée d'avoir une raquette qui contrôle, où tu es obligé justement d'avoir les actions pour que la balle, elle passe le filet, ça me semble hyper pertinent. Et en tout cas, moi, c'est ma méthode. Et après, tu rajoutes le reste. Tu rajoutes le physique, tu rajoutes tout. Et c'est vrai que j'ai même l'exemple à l'époque, quand on collait,
il y avait un joueur qui ne collait pas. C'était en cadet, c'était Johan Bézet, qui était à l'époque 25e ou 30e cadet national. Et à l'époque, il y avait la semaine des jeunes, donc les interligues, et à la fin des interligues, les championnats de France jeunes. Il a participé à la semaine des jeunes, on était dans l'équipe des Alpes Dauphiné, ensemble. Il ne collait pas. Il ne collait pas avant d'avoir participé à ça. Et il s'est mis à coller pendant le stage de préparation à la semaine des jeunes avec la Ligue. Il a fait des résultats de fou pendant la semaine des jeunes et il est arrivé en demi-finale au championnat de France, cadet. Et ça, je me souviens. Et donc, pour moi, ça, c'est un exemple typique du fait de développe déjà tout, les actions sur la balle, tout. Et à un moment, tu impulses quelque chose avec le matériel et ça te fait décoller en fait. Évidemment, évidemment. Mais moi, je connais bien l'exemple que tu as donné, Johan, parce qu'il a passé quelques années aussi après à Saint-Agrève. Mais il avait la bonne touche de balle. C'est pour ça qu'il était doué. Et comme tu dis, il a travaillé là parce que il avait besoin, à l'époque, il avait besoin de ça. Avoir plus de sensations sur la raquette. Et après, comme il ajoute la colle, qui était à l'époque, évidemment, il a gagné sur la vitesse et tout ça. Ça prenait la mayonnaise. Et il était, moi, je me souviens, une fois au championnat de France, qui s'est qualifié. Et il est sorti de poule. Il sortait de joueurs nettement mieux classés que lui. Après, il a perdu contre Patrick Chila en 16e de finale. Mais bon, il va rester dans sa mémoire toujours le participant au championnat de France senior avec Patrick Chila, qui était à l'époque en équipe de France. Avec les 4 meilleurs. Ouais. Évidemment. Ouais. Ok, super intéressant là, cet échange sur le matos. Je pense que ça va intéresser. N'hésitez pas à commenter sur tous les échanges qu'on dit. Est-ce que tu as des anecdotes sur des joueurs que tu as formés, sur des entraîneurs qui t'ont marqué, sur la Pologne, revenir un peu sur, je sais pas, des petits trucs croustillants parce que... Je sais pas, mais bon, mais moi j'étais toujours là. Comme j'étais jeune joueur, premier entraîneur en Pologne, j'ai participé une fois, préparation, les pays européens, je crois que je ne sais pas, avant de JO, je ne sais pas, est-ce que c'est pas Séoul, je ne sais pas quel JO, toutes les nations européennes, ils se préparaient ensemble, sauf la Suède. Donc il y avait la France, ancien pays Yougoslavie, Belgique, la Pologne, les Tchèques, ils étaient tous. Il a fait 2 ou 3 stages en Belgique, en Pologne, en France. À l'occasion des stages en Pologne, il y avait les colloques des entraîneurs. Et on a interviewé des entraîneurs de toutes les nations qui participaient à ce stage. Et moi, je me souviens quand il y avait l'entraîneur de l'ancien pays Yougoslavie, de Osman Egic, qui était entraîneur de Lupulescu, de Primorac, etc. Quelqu'un de mes amis qui a posé la question, qu'est-ce que c'est le plus important dans le métier des entraîneurs? Compétence, intelligence, qu'est-ce que c'est le plus important? Et il a regardé avec les yeux ouverts, il a montré ça. Il a dit le nez. Le nez, c'est le plus important. L'entraîneur, il doit sentir qu'est-ce que le joueur il a besoin. Évidemment, il doit être compétent, parce que ça, sans compétence, on ne peut pas arriver là, à certains niveaux. Mais il faut surtout sentir comment parler avec le joueur, comment il s'entraînait, comment il faut discuter avec lui, etc. Parce que c'est les petites choses qui font la différence après en résultat. On peut passer beaucoup de heures d'entraînement, mais s'il n'y a pas de climat de confiance entre l'entraîneur et le joueur, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Après, parmi les entraîneurs qui m'ont plus démarqué, comme je citais déjà, Michel Gadar. Je pense que c'est lui qui... je m'inspirais beaucoup plus de lui. D'ailleurs, j'ai tous les livres, quand il est sorti chez moi. J'ai participé 2 fois à les colloques des entraîneurs avec lui, qu'il était à côté, dans la région lyonnaise, à Belleville à l'époque. J'aimais bien sa vision, sa façon de parler de tennis de table. Mais je pense que c'est grâce à lui, c'est lui qui a commencé tous les changements de bon sens qui passaient en France.
Si on parle du coaching, parce que là, il y a certainement des entraîneurs qui vont écouter un peu, qui vont regarder cette vidéo, même des joueurs. Tu donnerais quoi comme conseil à un entraîneur, à un jeune entraîneur, ou au niveau du coaching? C'est quoi qui est important pour toi? Le plus important au coaching, c'est qu'il faut être juste et court avec les joueurs. Ça me fait marrer quand je vois de temps en temps en compétition que l'entraîneur, surtout avec les petits, il fait entre les sets, il passe 2 ou 3 minutes, il donne beaucoup de conseils, il discute beaucoup avec les joueurs. Mais le joueur, il ne peut pas retenir tout ce que tu dis pendant pause. Il faut être pertinent, il faut choisir une ou deux choses les plus importantes qui passent dans les yeux. Si tu vois que le joueur il prend pas de risques ou l'inverse, il faut signaler juste ça, les deux choses. Mais quand tu fais le dialogue, tu discutes beaucoup, mais le joueur qui part à la table, il oublie qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça, c'est marrant, mais bon, mais moi je sais que quand je suis venu ici en France, j'ai participé pas mal de réunions des entraîneurs à la Ligue. Il y avait beaucoup d'entraîneurs qui parlaient beaucoup. Mais il n'y avait pas beaucoup de bons résultats. Mais ils parlaient, ils tchatchaient vraiment énormément. Mais moi, je dis toujours, je préfère moins parler et plus travailler dans la salle. De toute façon, si tu es bon entraîneur, tes joueurs, quand tu formes, ils partent pour toi. Résultat, quand ils vont voir, ils savent que c'est grâce à pas que l'entraîneur, grâce à notre association, l'entraîneur-joueur, qui résultats, ils sont bons. Je pense qu'il faut faire ça. Pour moi, c'est l'entraîneur, c'est surtout un mec qui doit être passionné. C'est, à mon avis, c'est le premier critère actuellement. Même si quelqu'un qui est moins compétent, s'il est passionné, il va apprendre beaucoup de choses. Il va apprendre, il va évoluer vite dans le bon sens. S'il est passionné. S'il n'est pas passionné, même s'il est compétent, entraîneur qui vient en entraînement, qui va travailler de 14h à 18h et 18h02, il a déjà un sac dans la main, il part à la maison, il ne va pas avoir les bons résultats. Ça, c'est sûr. Mais bon, s'il faut rester ensemble, s'il faut rester un jour avec l'entraîneur, avec les joueurs, travailler plus, on reste une demi-heure plus, on travaille avec lui. Une petite anecdote que j'ai à l'époque, quand j'avais pas mal de filles à Sainte-Grève, quand on était 2 fois vice-champion de France cadette par équipe. Il y avait les Clara Noyer, il y avait Lise Serre, il y avait encore les 2 ou 3 filles. Je m'occupais principalement les filles que j'ai vues, quelles qui avaient envie de jouer. Si par exemple mardi à entraînement Clara qui est venue, on voyait qu'elle a envie de s'entraîner, donc je m'occupais plus de Clara. Si c'est le jeudi, c'était l'inverse. Lise, il avait plus envie de jouer, je m'occupais plus d'Elise. Mais après, je m'aperçus vite fait qu'il y avait un peu petite jalousie entre les filles, que quand tu jouais un peu plus avec l'autre qui a fait un peu la tête basse, tu vois, c'est comme ça. Mais bon, il faut être vigilant là-dessus. Mais qu'est-ce que je voulais dire, que surtout, l'entraîneur, s'il sent bien qu'il faut travailler plus que pendant l'entraînement, il faut s'investir, il faut travailler plus. C'est la base d'entraînement. Ouais, c'est pour ça, je dis que mon entraîneur, il a montré, Osman Agic, il a montré que le nez, il est hyper important. Je pense que c'est ça, on sent qui a envie de jouer, jour X, comme ça. Et tu as parlé là, de Michel Galal, enfin différents entraîneurs. Et est-ce qu'il y a un joueur pour toi, un ou deux joueurs qui sont un peu des modèles? Enfin, moi, je pense, par exemple, pour moi, c'est Wallner, quoi. Voilà, mais peut-être, est-ce que toi, tu as des joueurs, alors qui sont pas forcément les meilleurs mondiaux maintenant, des anciens ou des nouveaux, ou pas forcément des joueurs qui ont été à haut niveau, mais est-ce que tu as... Mais à l'époque, j'étais fan de l'équipe de Suède, où il y avait justement Waldner, qui était Mozart de Pink, pour moi. Si on doit situer les 2 joueurs, les meilleurs au monde, c'est Malong et Waldner. Les 2. D'ailleurs, Malong, il était interviewé une fois. Non, c'est pas Malong. C'est l'entraîneur de Chine, je crois. Il a été interviewé à l'époque. Il a dit qui est le meilleur joueur du monde dans l'histoire. Il a dit que Waldner, il était le meilleur joueur du monde avec la balle 38.
Et Malongue, le meilleur joueur du monde avec les balles 40. Voilà. Mais moi, j'étais fan d'équipe de Suède parce que à l'époque qu'ils ont gagné contre l'équipe de Chine, ils avaient l'équipe fantastique. Et chaque joueur, il était complètement différent. C'est clair. Il y avait Waldner qui était extraordinaire. Il y avait personne qui jouait complètement différent. Appelgren qui a joué 3 mètres de la table. Il y avait Eric Lind qui était kamikaze. Et il y avait après Carson et tout ça. C'était vraiment l'équipe extraordinaire. C'était ma jeunesse. Et moi, j'étais basé beaucoup sur eux. Qui avaient aussi l'entraîneur qui était extraordinaire. Voilà, donc ça m'a marqué énormément. En Europe, c'était vraiment, pour moi, c'était le top. C'est le top des top. Les joueurs, et Waldner, c'est évidemment, c'était Mozart, mais c'était, on voyait comme il jouait, on avait l'impression qu'il ne bougeait pas, mais il anticipait énormément. Il savait que jouant en façon X, la balle qui peut revenir que l'endroit où il va se déplacer. Il savait. Donc il avait une vista, c'est incroyable. C'était incroyable, c'est incroyable. Mais bon, mais c'était... Et dans cette génération aussi, tu as côtoyé, j'imagine, Andrzej Kruba. Oui, mais je jouais... aussi un phénomène, tu as joué avec lui. Ouais, tu as 2-3 anecdotes avec Andrzej. J'étais avec lui pendant 8 ans dans le même club. Et d'ailleurs, j'étais champion de Pologne en double avec lui, en 2003. Anecdote, c'était... On peut dire, je jouais aussi avec Leszek Kucharski, qui étaient deux joueurs les meilleurs. Il était très grand, je me rappelle. Gruba Kucharski, c'était numéro 1 et 2 en Pologne actuellement, à cette époque-là. On a joué en club à Gdansk, on a gagné la Coupe d'Europe en 85. C'est équivalent de Champions League actuellement. On était 7 fois champion de Pologne par équipe. Et la petite anecdote, on était l'équipe des 4. Gruba, Kucharski, Jakubowicz et moi. Les 3 ils étaient payés par l'État à l'époque. C'est moi, j'étais seul dans l'équipe que je n'étais pas payé. Parce que à l'époque, je n'avais pas de niveau suffisant pour être payé, pour avoir bourse de l'État. Et Gruba, justement, en 2003, avant le championnat de Pologne senior, il me proposait de jouer le double avec lui, sachant que si on gagne les titres en Pologne, je veux voir la bourse de l'État. Ah. C'était sa initiative, c'est pas moi. C'est lui c'était initiative de joueurs, de tous les joueurs d'équipe. Ils ont dit, mais j'étais seul, que je n'étais pas payé par l'État, on peut dire comme ça. Et il a pris des risques. Bon, il était nettement très fort, mais moi, j'ai jamais osé jouer avec lui double. Et on a gagné le championnat de Pologne. Grâce à lui, on peut dire, pendant 2 ans, j'étais payé comme le joueur professionnel. Voilà, c'est comme ça. C'est beau, histoire, c'est beau de sa part, parce que humainement... Ben, évidemment, c'était bien. Mais bon, à l'époque, on était 4 dans l'équipe. On était vraiment comme une famille. Ouais, mais vraiment soudés. Quand on s'entraînait 2 fois par jour. On s'entraînait vraiment à fond. Si l'entraîneur il était à la salle, il n'était pas l'entraîneur, on s'entraînait pareil. Mais quand on a fait la fête, on a fait pareil. On était ensemble. C'était aussi ambiance entre nous. Et même aujourd'hui, quand on se voit souvent, on voit mais malheureusement Andrzej qui a décédé assez tôt parce qu'il avait le cancer de poumon. Mais bon, petite anecdote aussi que Gruba, quand il a terminé sa carrière professionnelle comme joueur professionnel en Allemagne, il a joué à Grenzow. Il est rentré en Pologne et il avait carte blanche en Pologne. À cette époque-là, il pouvait être président de la FEDE, l'entraîneur d'équipe de Pologne, DTN. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et il voulait être DTN. Et il m'a proposé de venir en Pologne pour travailler dans le centre d'entraînement et pour être entraîneur principal des groupes de Pologne. C'était le problème que c'était 2003. Et 2003, moi j'avais déjà projet, tous les crédits pris à la banque pour ouvrir magasin de Casport. Ah. Si cette proposition il venait 1 an plus tôt, je pense que tu serais en Pologne. Je partais en Pologne. Et après, peut-être j'avais le Dieu qui était sur moi, parce que lui, il est décédé 2 ans plus tard. Il avait le cancer de poumon déjà développé, qu'il ne savait pas.
Et bon, mais la proposition était super intéressante, mais bon, malheureusement, je ne pouvais pas accepter parce que j'étais déjà trop loin dans mon projet là, avec Magasin Tech Expo. Les étoiles n'étaient pas alignées à ce moment-là, c'était pas le moment. Après, bon, bah ouais. C'est la vie. C'est les aléas de la vie, ouais. Voilà. Ok, bon, bah écoute, super. Et donc, bah là, on est quoi? On est en mai, bientôt juin, là. Il te reste 6 mois à peu près, hein. Tu es à la retraite, là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la retraite? Mais écoute, j'ai prévu partir à la retraite le 31 décembre. Et cette semaine, j'avais entretien avec mon président. Et je voulais arrêter le 31 décembre et continuer 6 mois les retraites progressives. Et finalement, je me suis dit, encore une fois, pour l'intérêt du club, surtout, moins à mon intérêt personnel, même aussi, je vais gagner un peu plus. Je proposais terminer encore la saison prochaine comme l'entraîneur principal de Saint-Égrève, sauf que s'il trouve quelqu'un pour me remplacer maintenant. Mais s'il trouve quelqu'un, j'arrête 31 décembre. D'accord. S'il ne trouve pas, je vais terminer encore la saison prochaine comme l'entraîneur et je vais arrêter à fin juin. 30 juin, je vais arrêter. Donc quoi qu'il arrive, on va encore avoir le plaisir de t'avoir pendant 1 an dans les salles. Plaisir encore un an. Si. Encore un an. Oui, pendant 1 an, je vais être encore entraîneur à Saint-Égrève, mais bon, c'est dernière l'année. Bouclé, et voilà. Donc je vais profiter après un peu plus de mes petits-enfants. Je vais le plus voyager un petit peu. Je vais rester toujours licencié à Saint-Égrève. C'est le club de mon cœur. Je veux que les clubs qui se développent encore, on a passé quelques années moins bons, mais là maintenant on commence à travailler avec Quentin Bouglieri dans le bon sens. On a déjà pas mal de Benjamin Poussin. Donc je lui souhaite surtout qu'il va continuer encore avec l'essence qu'on a fait avant. Bon bah écoute, merci beaucoup Tadek. C'est moi, merci bien. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en redire. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao, ciao.